beaucoup. Je tiens avant tout à remercier la Commission nationale française de l'UNESCO et l'Association pour la pensée complexe de m'avoir fait inviter à ce congrès imposant sous les auspices de l'œuvre non moins imposante de Edgar Morin. Julian Huxley, qui est le frère de Aldous Huxley, beaucoup plus connu comme auteur du Meilleur des mondes. Julian Huxley, premier directeur de l'UNESCO en 1946, introduit le terme transhumanisme en 1957. Mais il l'introduit explicitement comme une abréviation d'une expression qu'il utilise depuis longtemps, à savoir humanisme évolutionnaire. Or, cette dernière notion, humanisme évolutionnaire, est centrale dans son essai de 1946, essai qui s'intitule « UNESCO, ses buts et sa philosophie ». Il y écrit même, je le cite, « L'UNESCO sera guidée par la philosophie de l'humanisme évolutionnaire ». Rétrospectivement, pourrait-on dire, la philosophie originelle à vocation mondiale projetée par son premier directeur pour l'UNESCO est le transhumanisme comme humanisme évolutionnaire. Je pense que c'est un point qui mériterait d'être étudié historiquement d'une façon plus précise que la brève mention que j'en fais ici. Quelles sont les caractéristiques de cet humanisme? Cet humanisme évolutionnaire, selon Huxley, doit être naturaliste, donc opposé à toute surnature, moniste, opposé à tout dualisme du corps et de l'esprit, et évolutionnaire, bien entendu, c'est-à-dire opposé au statisme. Sans verser dans l'idéalisme ou le spiritualisme, Huxley se méfie du matérialisme qu'il estime réducteur. Les activités mentales, et il utilise le mot anglais « mind », les activités mentales et leurs produits, des sciences aux arts, sont décisifs pour prolonger l'évolution dans le sens du progrès. L'humanisme évolutionnaire ne trace pas de frontières strictes entre les humains et les autres vivants. Mais l'homme est, je le cite, l'agent effectif de tout progrès évolutionnaire futur sur cette planète. C'est donc une sorte d'anthropocentrisme relatif. Huxley parle beaucoup de la science, et spécialement de la biologie, mais quasi jamais de techniques, si ce n'est des techniques plutôt traditionnelles. Il y a là une différence forte par rapport au transhumanisme actuel. Mais elle s'explique par le fait que jusqu'au milieu du XXe siècle, les possibilités techniques de modification effective de l'homme, ce qu'on pourrait appeler l'anthropotechnique, sont quasi inexistantes. Les techniques d'amélioration de l'homme sont principalement pédagogiques et psychologiques. La présentation du transhumanisme par Huxley est mondialiste, pluraliste, antidogmatique et équilibrée, c'est-à-dire soucieuse de la détermination trine de l'homme comme individu, société et espèce, ainsi que le dit Edgar Morin également. Le texte d'Huxley introduisant le mot transhumanisme est cité comme une référence officielle par l'Association transhumaniste mondiale créée en 1998. Selon celle-ci, le transhumanisme est le projet d'améliorer, augmenter, l'anglais enhance, indéfiniment à l'aide de technologies matérielles et pas seulement de technologies ou de techniques symboliques, les capacités et performances cognitives, émotionnelles et physiques des individus libres d'y consentir ou non. Ce matérialisme n'est pas métaphysique. Il ne définit pas l'essence de la matière. Celle-ci est à la fois inerte et mécanique, substance et énergie, vivante et spontanée, pensante et consciente, infime et immense. Un tel matérialisme n'est pas réducteur ou simpliste, il est démultiplicateur et des outils actuels de cette démultiplication sont les technosciences, spécialement les technologies dites convergentes qu'on a déjà évoquées ce matin, les NBIC, nanosciences, biotechnologies, sciences de l'information et sciences cognitives. Celles-ci relativisent les différences traditionnellement décrites comme insurmontables entre la matière inerte, le vivant, le pensant, le technique. Elles sont en quelque sorte opératoirement transversales. Évolutionniste, le transhumanisme reconnaît
l'immensité vertigineuse et opaque du futur. Qu'en sera-t-il de l'homme dans 1 million d'années? Il dénonce la myopie des philosophies de l'histoire qui anticipent la fin des temps, laïque ou religieuse, dans un avenir pas trop lointain, fût-ce la société sans classe ou la cité de Dieu. Prenant au sérieux cette immensité temporelle, le philosophe transhumaniste Nick Bostrom distingue 4 grands récits possibles. Première possibilité, extinction pure et simple de l'espèce humaine. Deuxième possibilité, effondrement récurrent, c'est-à-dire qu'on peut imaginer une succession d'effondrements cataclysmiques de la civilisation humaine suivie de reprises. Troisième possibilité, stase, arrêt de l'évolution biologique, technique et sociale, état d'équilibre indéfiniment entretenu. Enfin, 4, évolution post-humaine, auto-amélioration, augmentation, transformation ad infinitum. Sur le très long terme, la première, c'est-à-dire anéantissement, et la dernière hypothèse sont, selon Bostrom, les plus vraisemblables. Il faut donc parier sur l'évolution post-humaine avec prudence. Politiquement, le transhumanisme est compliqué, pas complexe, je crois que le mot ne convient pas, il est plutôt confus, car il oscille entre l'individualisme libertaire et même libertarien, d'un Max More par exemple, et un libéralisme social soucieux de justice, d'égalité, de solidarité, impliquant une régulation étatique, par exemple James Hughes, qui a déjà été assez souvent invité en France sur le sujet. La plupart des transhumanistes sont laïcs, agnostiques ou athées, proches de l'utilitarisme et du pragmatisme anglo-saxon. Mais leur éthique est double. Premièrement, ils sont, bien entendu, en faveur de l'amélioration transhumaine. Mais deuxièmement, et en même temps, ils respectent la liberté individuelle et collective ou communautaire de ne pas s'y engager, de préférer d'autres réponses à la condition humaine, des réponses religieuses par exemple. À côté de leur éthique engagée, ils défendent une métaéthique de tolérance et d'accueil de la diversité aux antipodes de tout totalitarisme. Enraciné dans la modernité, le transhumanisme comporte une ouverture postmoderne. La reconnaissance politique publique du transhumanisme a cru sous l'effet des débats suscités par un rapport américain de 2002 qui était destiné au président Clinton et rédigé en grande partie par la National Science Foundation. Ce rapport célèbre d'ailleurs s'intitule « Technologies convergentes pour améliorer les performances humaines, nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information et sciences cognitives ». À cette approche technoscientiste et même technocratique dure, l'Union européenne a réagi par plusieurs rapports de haut niveau, dont notamment les technologies convergentes, façonner le futur des sociétés européennes sous la direction du commissaire Busquin en 2004 et aussi le rapport Human Enhancement en 2009. Ces rapports sont de bons exemples d'exercice de la pensée complexe. Ils s'efforcent de rééquilibrer en introduisant les sciences sociales, les humanités, la philosophie, etc., au sein de la convergence. Ils veulent que les valeurs éthiques humanistes portées par les traditions encadrent, monitorent et régulent l'anthropotechnique améliorative en soulignant les risques de tous ordres, physiques, sociaux, politiques. C'est compte tenu de ces apports que le transhumanisme peut être compris comme un humanisme complexe. Et je terminerai sur cette notion. L'éthique, le droit et la politique humaniste s'enracinent dans l'humanisme judéo-chrétien et dans l'humanisme philosophique traditionnel, c'est-à-dire dans l'image de l'homme et du rapport de l'homme à la nature que ces humanismes supportent. S'ils ne sont plus pré-coperniciens, ils véhiculent des images pré-darwiniennes. Ils reconnaissent l'histoire, mais guère l'évolution. Ils ne voient l'avenir de l'homme que sous la forme de l'amélioration de son environnement et de son amélioration propre par des moyens symboliques, éducation, relations humaines, institutions plus justes, solidaires, plus égalitaires, etc. L'humanisme relève d'une image implicite, partiellement obsolète de l'homme, une obsolescence dont les causes principales sont le développement de la science moderne
et les révolutions théoriques, conceptuelles, paradigmatiques et technologiques que les technosciences n'ont cessé d'introduire. C'est à l'actualisation de l'image de l'homme et de sa place dans l'univers que le transhumanisme modéré, bien compris, travaille. Le transhumanisme, c'est l'humanisme religieux et laïque, assimilant les révolutions technoscientifiques échues et à venir, capable d'affronter le temps indéfiniment long de l'évolution et pas simplement la temporalité finalisée de l'histoire. C'est un humanisme apte à s'étendre, à se diversifier et à s'enrichir indéfiniment. Cet enrichissement comporte des critiques des humanismes traditionnels et modernes et se caractérise comme suit. Premièrement, il y a la critique des préjugés humanistes associés à l'anthropocentrisme spéciste. Deuxièmement, il y a cette critique des humanismes accordant une importance excessive, voire exclusive, au progrès symbolique au détriment de la reconnaissance de l'importance actuelle et sans doute future des anthropotechniques dites matérielles. Troisièmement, il y a la capacité d'assimiler l'évolutionnisme alors que les humanismes demeurent confinés au sein de philosophies de religion, de l'histoire et de l'éternité. Quatrièmement, il y a le refus de l'humanisme utopiste en raison de la clôture spatio-temporelle que les utopies entretiennent dans leur rêve d'une société parfaite. 5. Le refus du fatalisme et de l'immobilisme des humanismes résignés ou célébrant la finitude indépassable de l'homme. On connaît bien la phrase « philosopher, c'est apprendre à mourir ». 6. La critique de la domination du paradigme médical thérapeutique respectueux d'une prétendue nature humaine immuable. Le paradigme thérapeutique est à inclure au sein du paradigme plus large de l'amélioration et de l'évolution. Mais la condition pour que ces critiques et accentuations nouvelles puissent constituer un enrichissement de l'humanisme est de ne pas perdre de vue un certain nombre de valeurs portées par les humanismes traditionnels et modernes, ainsi que le soulignent notamment les rapports européens que j'ai évoqués. Enfin, un mot très bref sur la bioéthique, qui est en quelque sorte le volet méthodologique pratique d'un exposé jusqu'ici spéculatif. Nombreux sont ceux qui identifient le transhumanisme aux questions soulevées par ce que l'on appelle quelquefois, ou même assez souvent, la médecine d'amélioration et de convenance existante et à venir, esthétique, choix du sexe, eugénique, prothèse, longévité et sénescence maîtrisée, molécules pour la mémoire, pour l'humeur, pour la cognition, implants TIC, etc. Toutes ces questions sont à préciser sur le plan des possibilités technoscientifiques effectives et dans leurs implications éthiques, sociales, juridiques, économiques et politiques, à discuter au sein de comités de bioéthique authentiquement pluralistes et pluridisciplinaires. Ce n'est pas la même chose, pluralisme et pluridisciplinarité large, c'est-à-dire médecine, biotechnologie, droit, philosophie, sciences sociales, économie, etc. Donc des comités pluralistes, pluridisciplinaires et indépendants. Des comités qui existent d'ailleurs, et ce à tous les niveaux, local, régional, national, plurinational. Il y a l'Union européenne, il y a le Conseil de l'Europe, ou même mondial, avec le comité de l'UNESCO. Et c'est compte tenu de leurs avis, des avis pas nécessairement unanimes, mais éclairants aussi, quand il n'y a pas de consensus, ou seulement des consensus partiels, que Parlement et gouvernements démocratiquement élus peuvent, après débat, élaborer des règles et des lois. Je vous remercie.